La France ne va pas fort entre les sujets qui courent sur le racisme, la crise sociale, la crise politique. C'est avec Bruno Retailleau qu'on est ce matin, le président du groupe Les Républicains au Sénat. On va parler de tout ça et évidemment de la primaire à venir qui est celle précisément de la droite et des Républicains. Bruno Retailleau, bonjour. Bonjour, Riffer. Alors, Karim Benzema est-il victime de racisme? Il a dit dans une interview à la presse espagnole, Didier Deschamps, l'entraîneur de l'équipe de France, nous sommes à quelques jours de l'Euro de football, ça ne vous a pas échappé, a cédé à la pression d'une partie raciste de la France. C'est inadmissible. Inadmissible. C'est absolument inadmissible. Il ne mérite pas de faire partie de l'équipe de France. Ce qui n'est pas le cas d'ailleurs. Avec ce genre d'attaque. Et pour moi, vous voyez, c'est une forme de racisme à l'envers. D'accord. C'est du communautarisme victimaire, C'est tout ce qu'on peut détester, je trouve. Et utiliser cet argument contre Didier Deschamps, contre un entraîneur qui est reconnu et qui fait des choix sportifs, oui. C'est être vraiment très, très mauvais perdant. D'accord. Alors, on déplace l'attention maintenant vers le Bercy, vers le ministère de l'économie. Emmanuel Macron qui aurait sous-estimé son patrimoine, ça vous étonne, ça vous je pense qu'il est amuse? Non, il est victime de quoi? D'un règlement de compte interne à son camp? Bien sûr. Écoutez, on sait parfaitement maintenant qu'il y a une procédure, depuis les affaires Cahuzac qui étaient venues, qui permet au FIX, lorsqu'un ministre est sur le point d'être nommé, de faire une enquête approfondie. Là, il n'a rien dissimulé. C'est un simple problème d'évaluation entre deux parties. Ça arrive aujourd'hui, personne n'est dupe. Personne. D'accord. Il faut supprimer l'ISF de toute manière. C'est votre avis? Moi, je vais vous dire, j'ai des entreprises dans l'Ouest, des entreprises de taille intermédiaire, qui sont des entreprises familiales. Eh bien, les actionnaires familiaux, qui ne sont pas des dirigeants, payent l'ISF. Et vous savez ce qu'elles doivent faire, nos entreprises? Elles doivent sortir du dividende pour que ces actionnaires qui assurent la stabilité du capital, et la stabilité du centre de décision, elles sortent des dividendes pour pouvoir payer l'ISF. Et ça, on marche sur la tête. On marche sur la tête. Il n'y a qu'en France qu'on le fait. C'est une réforme qui est possible? C'est une réforme. On dit que ça avait coûté, lors de l'élection de 1988, de l'élection présidentielle, on dit que ça avait quand même beaucoup déplu et que ça avait pu coûter quelques voix à Jacques Chirac. Là, la question que vous posez, elle est beaucoup plus large. On le voit bien aujourd'hui avec les blocages. Il y a une partie de la droite qui prend peur. Il y a une partie de la droite, je le sens bien, qui a un réflexe un peu pavlovien de retour à la niche dès que la gauche et le président de la République dit attention, au secours, la droite revient. Moi, je pense qu'une réforme est possible. Je pense que souvent, on a considéré qu'en France, la réforme égale suicide. Non, regardez, depuis 1978, il n'y a pratiquement eu aucune majorité qui ne s'est succédée à elle-même. Parce qu'on n'a pas fait le travail, parce qu'il n'y a pas eu les réformes. Et on ne sait pas faire alors. Jusqu'à présent, on n'a pas su faire. Exactement. On n'a pas su faire. Et moi, je pense que justement, d'ailleurs, finalement, les primaires, elles vont forcer les candidats à travailler. Parce que je pense qu'une réforme, ça se prépare y compris sur la méthode. Et voilà, c'est la méthode qui est capitale. Il faut la préparer avant, avoir un mandat clair et ensuite donner un sens. C'est quoi votre recette, votre méthode? Justement, moi je pense qu'il ne faut pas confondre les programmes et les projets. Les programmes, c'est un catalogue de mesures, notamment économiques. Un projet, c'est donner du sens à cette réforme. Une perspective. Ce qui est incapable d'ailleurs de donner François Hollande. François Hollande a été élu sur une ambiguïté, le discours du budget, mais en même temps, il a pensé que l'antisarkozisme pouvait être une vision. Ce qui n'est pas le cas. Et ce qui n'est pas le cas. D'accord. Et là, il veut imposer une réforme qui est à 180 degrés par rapport à ses déclarations. Donc on parle de la réforme du Code du travail. Du Code du travail. Et du coup, le pays se bloque parce qu'il n'y a pas de perspective. Et on voit bien qu'il est dans le troc. Alors, programme et perspective et plan, c'est quoi votre méthode à vous? C'est quoi votre recette? Moi, vous savez, c'est une phrase d'Edgar Faure que j'adore. Edgar Faure disait voilà, la France est toujours en avant d'une révolution parce qu'elle est en retard d'une réforme. Moi, la recette, elle est simple. Il faut travailler avant. Il faut avoir des réformes qui soient très précisément, justement, élaborées. Il faut le dire aux Français et pouvoir les passer très rapidement ensuite. Mais on fait comment? Par ordonnance? Par référendum? Moi, je pense qu'il faut utiliser tous les outils que nous donne la Constitution, la loi ordinaire, au Sénat et puis à l'Assemblée. Ça permet d'aller
en parallèle, la procédure accélérée, et puis bien sûr des ordonnances. Il faut rien négliger. Si un jour il y a un blocage... ordonnances, on va vous dire que vous privez le pays de débat, d'un débat démocratique. Le Parlement. Oui. Bon, écoutez, une ordonnance, vous savez, il y a une loi d'habilitation avant, et puis il y a une loi de ratification après. Donc c'est une procédure constitutionnelle, elle est encadrée, ça ne me gêne pas. Il faut que, avant octobre 2017, l'essentiel des réformes soit réalisé. Ensuite, le gouvernement se repose et on laisse les Français travailler et on ne les embête plus. Pourquoi détricoter en fait au Sénat, puisqu'on sait que le Sénat et la majorité au Sénat, qui n'est pas la majorité présidentielle, veut détricoter ce texte de loi de Mme El Khomri, alors que finalement j'ai regardé là, ce qui est dans ce texte, c'est exactement ce qu'il y a dans la loi de 2008 que vous avez soutenue. C'est une loi qui réformait justement le Code du travail. Non, on ne va pas détricoter parce qu'il y a tellement peu de choses qu'il faudrait plutôt parler de retricotage. En réalité, il y a une bonne chose, et moi j'en conviens parfaitement, l'article 2, l'idée que les entreprises, le terrain, c'est là que se passent les relations sociales avant tout. Mais je suis désolé, entre la version 1 et la version 2, il n'y a plus grand-chose à force de reculade du gouvernement. Alors vous allez ajouter on va revenir à la version 1, parce que c'était une version positive, qu'elle est dans le bon sens. En même temps, on va écarter ce qui est mauvais, par exemple le compte pénibilité pour les PME, c'est terrible. On va en faire une loi pour les PME. Vous savez que cette loi actuellement, la nouvelle version, concerne peu de gens, concerne finalement 4 ou 5% des entreprises. On oublie 95%. PME, voilà. TPE. Et puis, on va bien sûr proposer de sortir des 35 heures dans l'entreprise. Il y a des entreprises qui voudront conserver parce qu'elles sont très mécanisées, d'autres qui ne voudront pas les conserver, donc ça sera vraiment le terrain qui pourra décider. On préfère l'apprentissage à l'assistanat. La généralisation de la garantie jeune, c'est de l'assistanat. Moi, je préfère l'apprentissage. Donc, on va remettre les seuils sociaux, doubler les seuils sociaux, faire un rescrit fiscal pour assurer plus de stabilité, de sécurité. Donc, va repartir à l'Assemblée nationale. Il risque de faire l'objet encore d'un 49.3. Il risque de faire l'objet d'une nouvelle motion de censure. Vous comprenez, vos petits amis de l'opposition à l'Assemblée nationale, cette fois, déposent une motion de censure? Vous la voteriez si vous étiez député, vous? Non, moi, je ne voterais pas une motion de censure déposée par la gauche. Parce que non, mais par la droite. Ah, par la droite, bien sûr. Alors, vraiment, mais où on va aller sans là, parce aucun que problème. Ça va encore être le bazar, si vous me permettez l'expression, début juillet. Écoutez, où on va aller, il faut le demander au président de la République. Le problème, c'est qu'à force de godilles, on n'a pas de ligne, on n'a pas de perspective. Et c'est bien le problème, d'ailleurs. C'est pour ça qu'une réforme doit s'inscrire dans une ligne politique. Lui, sa ligne, c'était le discours du Bourget, puis tout d'un coup, il parle de l'économie de l'offre, puis tout d'un coup, il veut libéraliser le Code du travail. Eh bien, ceux qui l'ont élu n'y comprennent plus rien. Voilà, moi, je pense qu'en tout cas, il faut débloquer le pays. C'est inacceptable que la CGT prenne en otage nos entreprises. Inacceptable. Il ne faut pas que le gouvernement, pour le peu qu'il y a dans cette loi, même s'il y a peu de choses, il ne doit pas lâcher parce qu'à ce moment-là, ce sera l'écroulement de l'autorité de l'État. Toujours derrière François Fillon? Toujours derrière François Fillon. Il a une chance? Il a une chance. Ils ont vraiment, les 4 principaux candidats ont une chance. On est encore très loin. Je vous l'ai déjà dit ici. Oui. Je pense que ça se cristallisera à partir du moment où les candidats seront connus, c'est-à-dire début septembre. On y verra beaucoup plus clair. Alors, Nicolas Sarkozy remonte un peu dans les sondages, en tous les cas en bonnes opinions. Il a des opinions beaucoup plus favorables. Et Bernard Accoyer dit, alors Sarkozy dit qu'il est très impatient. Impatient de quoi, on ne sait pas, mais on s'en doute un peu, de se manifester, de se déclarer pour la primaire. Et Bernard Accoyer, ce matin, dit qu'il faut que Sarkozy éclaircisse sa situation. Il le presse à éclaircir sa situation. C'est votre cas? Non, mais c'est un secret de polichinelle. Sarkozy n'a pas fait tout ce travail de reprise en main du parti, justement pour reprendre le parti Il vous fait peur et pour se promener. Non, parce que c'est un bon candidat. Bon candidat. Et contrairement à beaucoup d'autres, moi je considère qu'il y a un bilan et il y a évidemment, il y a eu une crise qui est venue percuter son quinquennat. J'ai toujours pensé qu'il a été un président brillant de l'Union européenne. Certes, il n'est pas allé assez loin. Certes, on n'en a pas suffisamment fait dans la réforme. Mais je considère. Non, il m'inspire. Nicolas Sarkozy, candidat à cette primaire, il doit démissionner de la présidence des Républicains? Alors, il faut respecter, évidemment, il faudra respecter le statut quand il se déclarera. On a des statuts qui déclarent que à peu près 15 jours au plus tard, avant le dépôt de candidature qui sera début septembre, le 9. il doit démissionner. Donc j'imagine pas... Qui pour assurer l'intérim? Les statuts le disent, c'est Laurent Wauquiez qui est vice-président, le numéro 2. Donc là aussi, il faut scrupuleusement... On s'est donné une règle, ils sont... Oui. Oui. L'ouverture d'un camp de réfugiés à Paris qui est suggéré, plus que suggéré, proposé et voulu par Mme Hidalgo, la maire, ça vous inspire
des craintes, c'est pas ce qu'il faut faire, c'est pas une bonne réponse? Moi, je pense, on l'a vu avec Angela Merkel, je crois que la politique, c'est l'art du possible et il faut se méfier des bonnes intentions. Les bonnes intentions, et l'enfer est pavé de bonnes intentions. Donc, je n'ai pas d'a priori, mais on voit bien que aujourd'hui, l'ouverture d'un certain nombre de camps crée un appel d'air et c'est difficile ensuite de le gérer. D'accord. Donc il faut laisser l'idéologie de côté, il faut être capable d'avoir des solutions humaines pour recevoir un certain nombre de personnes, mais il faut faire aussi attention à ne pas cristalliser, à ne pas enquister des soucis. Je connais bien Natacha Bouchard qui est maire de Calais. De Calais. C'est absolument terrible. D'accord. Voilà. Calais et Paris, la situation sont très très différentes, mais je pense qu'il faut se méfier de tout appel d'air parce qu'on a bien vu avec l'Allemagne que ça peut finalement amplifier des problèmes. La pratique de la démocratie, le cumul des mandats est au cœur de la campagne des primaires aussi. Il y avait Bruno Le Maire lundi ici. Je regarde Bruno Retailleau, président du Conseil régional des Pays de la Loire, sénateur de la Vendée, président du groupe Les Républicains au Sénat. Donc sénateur. Sénateur, président du Conseil régional, je suis contre la politique hors sol. Demain, quand vous aurez des parlementaires, sénateurs, à plus forte raison, puisque le Sénat doit représenter les territoires, ou les députés qui n'auront jamais été maire, président de département, président de région, ce sera terrible. Alors évidemment, pour les partis, ça sera pratique. Ces gens-là dépendront uniquement des investitures. Donc je pense qu'il ne faut pas de parlementaires hors sol au moment où la politique se méfie, il y a une défiance de nos concitoyens. Et ensuite, tant que la France sera la France et que tout passera par Paris, je crois qu'il vaut mieux avoir une voix qui porte dans la capitale, là où se prennent les décisions, parce que sinon, on loupe le train. Vous êtes en accord avec Nicolas Sarkozy, avec François Fillon là-dessus, et en désaccord avec Bruno Le Maire. Tout aussi complètement. C'est une facilité, c'est la mode. Je vais vous dire, moi j'ai fait campagne régionale, mes détracteurs ont porté le fer sur ce point-là. Ça ne m'a pas empêché d'être élu et je pense qu'il y a d'un côté une mode, mais il y a de l'autre. Quand on explique aux gens, je pense que, et à ceux qui nous élitent, ils le savent très bien, ils font la différence. C'était le talk de Bruno Retailleau qui nous a dit bien que Karim Benzema pratiquait le racisme à l'envers et que la France est évidemment pas du tout raciste, qu'il faut supprimer l'ISF et petit clin d'œil à Emmanuel Macron qui est rattrapé par la patrouille de ses camarades de gouvernement. Et il faut une perspective pour pouvoir réformer et c'est bien ce qui manque précisément à François Hollande. Quant à cette primaire, cette primaire des Républicains de la droite et du centre, si on doit encore l'appeler comme ça, Bruno Retailleau ne change pas d'avis. Ça sera François Fillon qui a un programme qui lui convient. Merci Bruno Retailleau. Merci à vous.